Jean-Pierre Dionnet a bien voulu nous accompagner dans cette aventure en tant que co-commissaire, conseiller scientifique. Il nous apporte sa connaissance, son savoir. Nous allons dresser le portrait d'un créateur de revue, d'un créateur d'édition, d'un éditeur, une figure majeure dans ce domaine. Et nous aurons l'occasion de parler de la bande dessinée dans sa nature profonde d'art populaire, c'est-à-dire d'un art fait initialement pour la publication. La bande dessinée, on peut remonter à Hogarth ou à certains graveurs qui mettaient des bulles. En fait, on va dire que ça commence avec les procédés mécaniques qui permettent en noir et blanc et surtout en couleur. Un nouveau procédé né de grands tirages, parce qu'il ne faut pas oublier que jusque-là, les livres sont tirés à 50 exemplaires, 100, 200, donc ça reste pour un très petit public. Et tout d'un coup, avec la bande dessinée, et surtout avec l'Amérique, où M. Hearst, qui servira de modèle à Citizen Kane, et M. Pulitzer décident d'avoir un supplément du dimanche en bande dessinée, qui s'adresse à toute la famille. Il distribue, avec cet énorme journal du dimanche, 5-6 millions d'exemplaires toutes les semaines dans les foyers américains. C'est ça l'arrivée de la bande dessinée. Qui vont rayonner dans le monde entier pour rassembler une équipe essentiellement américaine, mais pas seulement, qui va créer pour le monde entier la mythologie de la bande dessinée dans tous les domaines. Et on est un peu à l'époque de Méliès. Dès le début, la science-fiction apparaît. Que ça soit dans Little Nemo, où il y a quelque part on va sur la Lune, ou que ça soit chez George McManus, où il fait une histoire où on va aussi dans l'espace, que ça soit des petits monstres étranges dans les Upside Down. Mais on est encore dans une science-fiction gentille post-Cyrano de Bergerac. C'est-à-dire que c'est des petites créatures presque féeriques, ou alors on prend une échelle pour aller sur la Lune. Et il faudra attendre les années 30, en gros, l'éclatement de la science-fiction en littérature, de ce qu'on appelait les pulps, ces fascicules en papier de bois, pour que ça se rejoigne avec l'apparition d'écrivains de science-fiction sous des couvertures menteuses qui étaient beaucoup plus belles que le contenu, et qui parfois donnaient à croire qu'il y aurait beaucoup plus de nus, surtout qu'il y en avait à l'intérieur. Et puis tout cela va déboucher très rapidement dès les années 35, 38, 40 vers la création du comic book. Donc c'est les pères fondateurs. Je suis né en 1947. En France, on n'a pas eu de plan Marshall, mais n'empêche qu'il y a eu une invasion, ça a fait le même coup avec le rock'n'roll, de la culture américaine. Alors l'invasion, elle est due à plusieurs choses. Un, les Américains, comme les Japonais vont le faire plus tard, nous vendent du rêve. C'est le cinéma, c'est la musique, c'est tout. Donc, bon gré, mal gré, on en est tous victimes. Et les réponses qu'il y aura, par exemple, avec les communistes qui sont contre, ça sera un journal communiste qui s'appelle Vaillant, qui fera l'équivalent exact, mais d'un point de vue différent. Ce sera le résistant Marie-Jacques, qui fera des choses différentes, mais quelque part pas si éloignées, puisqu'ils veulent avoir le même public. Donc il y a aussi bien des monstres préhistoriques, des créatures de l'espace. Oui, moi je grandis dans cette France-là, qui est américanisée de culture. Quand je vais croiser sur mon chemin mes deux complices mousquetaires, Druillet et Moebius, le parcours est pratiquement le même. On est jeune, donc pour nous, le monde est infini, et on pense que l'an 2000, c'est une échéance sidérante. Donc on trouve normal de voir des films où l'an 2000, il y a des autoroutes avec des voitures blanches, tout le monde est habillé en blanc, avec des dirigeables blancs, et on attend l'an 2000 en disant « Waouh, ça va être quelque chose ». On arrive, oui, on va dire dans les années 70. J'ai 20 ans, je suis à l'université, Druillet a un petit atelier où il dessine pas bien encore. Moebius Giraud, qui est un prodige, est déjà une star de la bande dessinée parce qu'il a créé le western Blueberry. Mais il rêve d'autre chose, il rêve de science-fiction aussi. Jacques Guamard, qui va finir par travailler pour moi,
qui dirige la Sorbonne et Le Monde à l'époque, Michel Demuth, écrivain de science-fiction qui dirige Galaxy, et Roch Martin. Alors tous ces gens-là vont me demander des articles. Et donc, je vais faire quelques articles, et puis un jour, Druillet va me dire « Rejoins-nous à Pilote ». Donc, je vais travailler à Pilote, et je vais réussir à faire quelques collaborations avec ce qu'on appelait les chansonniers, qui étaient parfois de haute volée, puisque les gens de Raki vont passer par là, ceux qui parlent de l'actualité immédiate. Et puis, je vais glisser parfois des petites histoires avec Druillet, Moebius et d'autres qui sont de la science-fiction et du fantastique. On se réunira tous les week-ends chez Druillet, dans un appartement à Gare du Nord, et on refera Le Monde tous les week-ends. À ce moment-là, il va se passer une chose simple, mais pas anecdotique, c'est que 3 auteurs majeurs vont partir. Mandricable était chez Gottlieb pour faire un journal à côté, que Goscinny va prendre comme un journal de refus, parce que Gottlieb, pour lui, c'est son fils, et Gottlieb ne pensait pas que ça prêtait à conséquence. Moi, je vais les rejoindre tout de suite, parce que très vite, ils voient qu'ils ne peuvent pas remplir le journal, et je vais leur amener les dessinateurs dont je sais qu'un Pilote ne les publiera pas, qui sont des débutants qui s'appellent Petillon, Annie Gotzinger, Francis Mass, dont personne ne veut. Donc je vais faire un petit temps là. L'école des Savanes va avoir des ennuis assez vite, parce que le distributeur est parti avec la caisse. On parlera de Métal Hurlant. Mandricra trouvera le titre. Je dis, je veux le faire avec Jean et Philippe. Il me dit, oui, bien sûr. Puis un jour, il me dit, écoute, on va mettre la clé sous la porte. T'as pas quitté Pilote pour faire un journal avec moi, qui en plus va mettre la clé sous la porte. Faites-le tout seul, les gars. Et voilà comment on fait notre journal. Alors, notre journal après coup. Sur le moment, on le fait sans réfléchir, jamais. Un journal qui n'a jamais été pensé. Il n'y avait pas d'idéologie cohérente, chacun avait la sienne. Il n'y avait pas de direction artistique, chacun avait la sienne. Disons que ce qui est apparent, c'est que nous connaissons tous l'illustration et la bande dessinée de science-fiction qui a précédé, et nous avons tous envie de faire autre chose. Druillet, en gros, quelque chose qui n'a jamais été fait. Des équivalents un peu dans les posters psychédéliques, mais pas vraiment, puisqu'il raconte un peu quelque chose qu'on aurait pu faire au 19e siècle, mais en ayant entre-temps lu Lovecraft. Donc des trucs gigantesques comme ça, monumentaux, où Valinsky, qui était très copain avec lui, disait « Je trouvais ça trop prétentieux ». Moebius, il a fait un peu des trucs à la style Harakiri pour Harakiri d'ailleurs, à la MAD plutôt dirais-je, mais il veut se dégager de ça. Donc il va progressivement au début prendre tous les styles de tous les maîtres anciens jusqu'à ce qu'il les ait assimilés, que ce soit Virgile Finlay, illustrateur de science-fiction, ou Gustave Doré, jusqu'à ce qu'il trouve sa main à lui. Il fera des couvertures de science-fiction, Druillet aussi. Et puis, bis repetitum de l'école des Savanes, très très vite, on s'aperçoit qu'on ne peut pas remplir le journal tout seul parce que notre distributeur est parti avec la caisse. J'ai l'impression que c'est une histoire assez connue maintenant. Et donc, il faut d'autres dessinateurs. Et à ce moment-là, je découvre qu'on achetait une bouteille à la mer. Mais une bouteille qui est arrivée partout. Au Brésil, Macedo et Voss vont venir. En Espagne, ça sera à l'époque Cézanne et les gens de la Movida. En Italie, où hélas on ne récupérera pas Liberator, mais tant mieux pour lui, il est mieux à l'école des Savanes. Et des types de province qui n'ont aucune idée qu'ils sont publiables, comme Yves Chaland, qu'il faudra forcer à venir à Paris, comme Serge Leclerc qui a 16 ans, je ferai une lettre à sa mère en disant il n'a pas besoin de passer son bac, et il habitera chez moi, et je ferai attention à ce qu'il ne sorte pas jusqu'à 18. Et puis je vois arriver donc des types qui aiment les soucoupes volantes, des types comme Chantal Montelier, qui est un peu stalinienne, il faut le reconnaître, pour qui Le Monde, c'est 1984, Empire. Ça me va très bien. Il y aura même, avec les jalons, Karl Zero et compagnie, qu'on pourrait tâter de droite, mais ça ne me gêne pas, ils sont drôles. Bilal va arriver de Yougoslavie, il va être à la fois bosser à Pilote, puis un peu à Métal. Il y a Jean Rousseau, il y a les bazookas qui passent par là, parce que tout comme Goscinny, tout se répète tout le temps, tout comme Goscinny a abrité les gens de Harakiri au moment où ils sont interdits, moi je vais abriter les jalons quand ils vont être interdits. Et un peu les bazookas aussi quand ils vont être interdits, tout comme Libération. Sauf que chez moi, ils ne déconneront pas. Parce que comme je ne dis pas de choses sérieuses, ils n'ont pas besoin de dire le contrôle à côté. Ils ont juste envie de faire des dessins, de provocation, mais c'est pas pour nier l'article qui est en dessous. Ce qui rendra fou Libération.
Donc on est dans un air de liberté. Et on crée une nouvelle mythologie, mais je pense qu'on n'en est pas maître. Je pense qu'on a une expérience personnelle bizarrement riche, même si on est jeune. Nous sommes habitués à un travail collaboratif. Et nous savons que quand on fait un travail collaboratif et qu'on est d'accord, souvent on va plus loin que seul, ou on se ferait peut-être peur. Parce que quand on est plusieurs, on dit « et si ?» Oh, chiche. Parce que la bande dessinée n'est pas encore un art reconnu. Donc on va loin parce qu'on ne sait pas qu'on est sous le viseur. Alors on a été influencé par la science-fiction des années 70, quand arrive Elric le Nécromancien, Moorcock, la New Wave, comme on disait. Oui, bien sûr. En gros, Métal Hurlant en 75, on a passé 68, je dis dans un numéro, la fin du monde est arrivée. Maintenant, ça va être un peu lent. Ça prendra le temps qu'il faudra. Ça sera, comme disait Yeats, without a bang but in a whimper, sans un éclatement, mais dans un gémissement. Je continue à le croire. La fin du monde a eu lieu, alors avec plus ou moins de violence selon les pays, Brigade Rouge en Italie, l'Allemagne, machin. Le vieux monde a explosé autour de 68, 70 dans tous les pays. On a cru qu'on allait changer le monde. Le monde est revenu, mais on a bien vu que tout ce qui n'allait pas ne s'arrangerait pas. Alors, on a envisagé à ce moment-là ce que d'autres ont fait depuis, l'envahissement de Paris par les loups, comme dirait Reggiani. On a envisagé des gouvernants fascistes et manipulateurs, ce qui s'est passé ici ou là. On a envisagé beaucoup de futurs post-apocalyptiques. Je vais d'ailleurs avoir un ébouché quand un producteur va venir me dire « Je suis australien », il était habillé comme un crocodile Dundee, avec le chapeau comme ça. Mon copain, qui est médecin généraliste, veut faire un film, il veut l'appeler Métal Hurlant. On vous donne 10% des droits, mais on veut le titre. J'ai reconduit le fou à la porte, puisque pour moi c'était le fou de la semaine, et ils ont fait Mad Max sans moi. Donc c'était vraiment l'air du temps. Ridley Scott, il est dans les bureaux tout le temps. C'est qui le type qui fait le monstre avec la tête qui sort de truc? Giger, t'as son numéro? Donc il y avait tout un... On était à un moment magique. Alors, ce qu'on ne sait pas du tout à ce moment-là, on va avoir une douzaine ou une quinzaine d'éditions étrangères. Parfois, ça sera le journal lui-même, tel que, qui sera photocopié. C'est arrivé en Chine, quand le Vietnamien Suarc trouvait des photocopies avec le plus grand danger. Quand certains peintres de l'Allemagne de l'Est, qui étaient juste limite du mur et tout, récupéraient, non pas moi, mais les Jacob savants. Donc il y a eu un côté dangereux. Dans les pays de l'Est, pourquoi il n'y avait pas de bande dessinée? Ils n'y avaient pas droit. La Russie se met à la bande dessinée maintenant parce qu'ils n'ont jamais eu le droit. Mais, en gros, dans certains pays, ça a bouleversé les choses. Et dans le cas de l'Amérique, ça va être un raz-de-marée. C'est-à-dire que ça va changer une génération. Nous, on arrive avec un magazine couleur qui vend 200 000 par mois. On fait une fête au Guggenheim avec la bande à Warhol, Cassavetes, Ben Gazzara, machin. Après, on investit la bourse de New York pour faire la fête toute la nuit avec Funkadelic. On est au cœur du truc. Alors, Frank Miller se met à faire du Moebius. Mignolia se met à réfléchir. On change la bande dessinée mainstream américaine qui se met à prendre des libertés incroyables. C'est irréversible. Donc c'est la révolution en Amérique. Et cette révolution, elle est irrévocable, à cause de Heavy Metal, qui, je pense, a eu plus d'effet que Métal Hurlant. La fierté, c'est que ça reste quand même à 50%, et pour l'étranger, à 70%, parce qu'ils ne s'intéresseront jamais à l'humour dans quelques pays d'Europe limitrophes. C'est un journal de bande dessinée de science-fiction et un peu de fantastique. Pour l'Amérique, ça sera que science-fiction. On peut dire qu'il y a un mouvement cohérent. Parce que Voss, il est inspiré par Moebius, que Druyer inspire un peu Moebius, qu'après Moebius va inspirer Bilal et machin et tout. Donc il y a une espèce, on se va en vacances ensemble, il y a un mouvement cohérent, on se réunit. Mais c'est le premier mouvement cohérent sans idéologie aucune. C'est-à-dire que c'est la juxtaposition du contenu qui donne le ton du magazine.
C'est-à-dire qu'en empilant les planches, à la fin, on s'aperçoit qu'un numéro, tiens, il y a une thématique qui apparaît vaguement, où il est très gai celui-là, où il est très triste. Donc moi j'ai à dire que je suis un chantre du chaos. Ce qui demandait, on m'a déjà fait, ce qui va se passer dans le futur, j'en ai aucune idée. Ça va peut-être tourner très 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 bien, ça va peut-être tourner très très mal, ça va peut-être tourner autrement. J'ai aucune idée du futur. Plutôt, j'ai 50 théories du futur. Je pense que ce ne sera pas une de celles-là, que c'est une 60e qui va apparaître. Je suis ni pessimiste ni optimiste, même si la grande presse voudrait que je sois pessimiste. Non, même pas. J'ai même pas peur qu'on me transforme en robot ou en frigo. J'ai même pas peur que l'œil me regarde, parce que je pense qu'on a toujours inventé des contre-pouvoirs contre les systèmes de sophistication et tout. Michel Houellebecq avait dit dans un livre, je crois que c'était Les Particules, qu'on avait été un journal prophétique, mais que personne ne nous avait pris au sérieux. Oui, on a été un journal prophétique en annonçant la fin du monde tel qu'il était à ce moment-là. C'est-à-dire en fait, la fin de la France gaulliste, la fin des bandes dessinées pour enfants. Sur le reste, oui. Et puis, l'idée qu'on ne savait pas de quoi le futur était fait. Mais que parfois déjà, Moebius l'a prouvé, ça s'est mis à ressembler à ces bandes dessinées. Mais il n'a pas eu le temps de faire la suite. Et puis il l'avait peut-être pas. Ça sera peut-être à la génération suivante de nous le dire.